on a une déclaration tout à fait inédite, mais vraiment inédite, du président Zelensky sur le danger nucléaire. Et c'est intéressant d'avoir aussi votre réaction à là, et vous toutes et tous sur ce plateau. Le président Zelensky avait souvent dit, c'est du bluff, on ne doit pas du tout prendre au sérieux les rodomontades de Vladimir Poutine. Il a changé de ton. Réponse aux Parisiens. Est-ce que la menace de Vladimir Poutine d'utiliser l'arme nucléaire vous fait peur? Vous l'en croyez capable? Réponse du président Zelensky. Seuls les fous n'ont pas peur des armes. Poutine a perdu la raison, ses envois de missiles le prouvent, et il continue. Ces menaces devraient faire peur au monde entier. On parle de guerre nucléaire, point d'exclamation. Comment comprendre que le président Zelensky, maintenant, c'est contesté par beaucoup. Beaucoup d'Ukrainiens disent non, c'est du bluff total. Comment comprendre que le pouvoir, c'est l'élu vraiment des Ukrainiens, disent oui, il faut prendre au sérieux la menace nucléaire de Poutine. D'autant que jusqu'à présent, les Ukrainiens, justement, avaient toujours tendance à dire à leurs alliés que quand Vladimir Poutine ou un autre Russe expliquait qu'ils allaient brûler Berlin, Paris et Londres en l'espace de 5 minutes, qu'il ne fallait pas les prendre au sérieux et qu'il ne fallait pas avoir peur justement de la Russie qui brandissait la menace de l'arme nucléaire. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui c'est un virage de la part de Volodymyr Zelensky. Alors ça peut être aussi dans la perspective justement de ces négociations qui vont intervenir d'ici le 20 janvier. Mais c'est vrai que c'est une interview à retenir parce que de la part des Ukrainiens c'est quand même assez nouveau. Oui. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il a changé de stratégie? Parce que jusqu'à présent de dire il ne faut pas avoir peur, oui. Finalement ça empêche aussi les alliés d'agir plus en se disant bon, il n'y a pas vraiment de danger. Là de dire finalement le danger est imminent, ça peut faire prendre conscience aussi qu'il faut aider plus l'Ukraine. Oui, ou ça peut faire conscience aussi qu'il faut tout arrêter. Oui. Donc ça peut aller dans les deux sens. On a beaucoup dit c'est un discours défaitiste, ça pousse à la négociation et c'est payé par les Russes. En général, c'est ce qu'on disait. Et là maintenant, c'est le président de l'Ukraine qui le dit. Oui, c'est vrai que c'est un changement de ton. La grande question, c'est de savoir est-ce que les Russes en face justifient dans leur attitude actuelle que Zelensky change de vocabulaire et d'analyse. En fait, ce que font les Russes actuellement, c'est assez largement de la gesticulation. Cette histoire de missile qui est tombé, qui s'appelle l'Oreshnik, est une façon implicite de dire nous n'allons pas utiliser l'arme nucléaire, mais à la place nous allons utiliser une arme non nucléaire mais très puissante. Donc en fait l'ambiance actuelle, stricto sensu, me semble plutôt non nucléaire. D'accord, mais comment comprendre ce moment? On vit un moment inédit depuis le début de la guerre où à la fois pour des raisons évidemment opposées sans doute, les Russes et les Ukrainiens disent attention, il faut prendre au sérieux la question nucléaire. Oui, moi j'ai une lecture complètement différente. D'abord, tout ce qu'il dit est factuel. Seuls les fous n'ont pas peur des armes. Mais c'est vrai comme la guerre. Bon, Poutine a perdu la raison. Bah oui, on le sait depuis un certain temps. Enfin, il est dans sa propre raison. Ses envois de missiles le prouvent. Et après, quand il dit... jusqu'à présent, son discours a été... il ne faut pas agir comme si on avait peur. C'est pas la même chose que ne pas avoir peur. C'est un grand malade. Ils sont capables de tout. Voilà, simplement, nous refusons d'agir sous l'emprise de la peur. Il veut nous contrôler par notre peur, et ça, nous le refusons. Donc, et là, dire, on parle de guerre nucléaire, enfin, quand même, c'est pour Trump quand il arrive. L'autre, il parle de guerre nucléaire. Il faudrait quand même comprendre les enjeux, là. Alain Poëdi, comment est-ce que vous expliquez ça? Évidemment, voilà, il faut rappeler toujours qu'on dit... la Russie, en réalité, est très faible économiquement. On imagine mal partir dans une guerre contre l'OTAN entière. Et là, tout à coup, on a le président ukrainien, votre président, qui dit non, ces menaces devraient faire peur au monde entier. Vous savez, Darius, tout est dans la nuance. C'est pas le discours qui a changé. Il faut interpréter un peu différemment. C'est-à-dire, moi-même, dès le début, je disais aussi que certainement tous ces armes nucléaires étaient rongées par les rats et ils sont rouillés quelque part au fin fond de la Sibérie. Parce que peut-être c'était même le cas en tout début, mais quand même 3 ans, ils ont eu le temps de réparer quelques-uns pour se sentir un peu plus en forme. C'est une chose. Donc, mais autre chose, Zelensky est dans le même interview, il a précisé... Mais attendez, à la poétique, qu'on comprenne bien. Vous dites qu'il y a 3 ans, leur armement nucléaire était moins au point et qu'il l'aurait amélioré depuis, c'est ça ? Ah mais certainement, mais ça c'est certainement, c'est sûr et certain qu'ils ont déjà amélioré ou en tout cas soigné certaines têtes nucléaires, au moins s'il faut en faire preuve qu'ils en font. Vous voyez, et c'est de ça que parle Zelensky. Moi aussi je vous ai parlé sur le plateau en disant que moi par exemple je crains personnellement qu'il lance une tête tactique sur l'Ukraine. Il aurait pu le faire. Et dans ce cas-là, la question se pose, mais qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'après les Occidentaux répondent? Qui va tirer? Est-ce qu'on va tirer? Est-ce que ça
ça n'est pas céder au bluff de Poutine? Est-ce que ça n'est pas faire le jeu des Russes, de faire ça, c'est-à-dire de dire regardez là. Mais pardonnez-moi, juste je termine. Zelensky, il dit bien, mais je ne comprends pas comment l'Occident peut arriver jusque-là pour se faire tenir comme ça en laisse par un fou qui menace le monde entier de destruction. C'est ça qu'il dit surtout. Il dit il faut agir différemment. Il ne faut pas avoir peur, mais il faut surtout agir pour arrêter cette menace. Vous voyez, c'est ça la nuance. Alors effectivement, il vient nourrir un petit peu le récit et le narratif de Poutine. Maintenant, il faut peut-être lui donner des circonstances atténuantes à Zelensky. Il participe à 2-3 sommets par semaine, il donne 3 interviews par jour, il reçoit 2 chefs d'État par jour à Kiev. Je ne sais pas dans quelles conditions s'est déroulé l'interview au Parisien, et j'adore le Parisien, qui est un de mes quotidiens du matin. Très bon journal. Il répond aux lectrices et aux lecteurs du Parisien. Oui. Donc peut-être que c'était une saillie. On peut toujours faire un écart de communication. On peut toujours faire un écart de communication. Je ne pense pas que sur un sujet comme ça, M. Zelensky, qui est très sérieux quand même, fasse une saillie. Franchement, voilà. Enfin, quoi qu'il en soit, on vit ce moment étonnant où les Ukrainiens parlent de ce danger nucléaire et les Russes, évidemment, alors comme d'habitude, surenchérissent sur le thème, notamment le numéro 2 de la diplomatie. C'est le vice-ministre des Affaires étrangères de la Fédération de Russie qui s'est exprimé cet après-midi, Sergueï Ryabkov, et qui dit tout simplement, mais c'est pas nous, c'est les autres. Les États-Unis et l'OTAN ont une politique agressive du début à la fin. Ils menacent la sécurité extérieure de la Fédération de Russie et créent des menaces directes et évidentes pour nous. Parfois même directement aux frontières de la Fédération de Russie et de Biélorussie. Ces actions de plus en plus irréfléchies de l'Occident créent des risques tangibles d'évolution de la situation, où concrètement la question de l'utilisation d'armes nucléaires pourrait se poser. Et pas de manière spéculative, mais en pleine conformité avec la doctrine nucléaire. Voilà, la paranoïa et les paranoïaques sont-ils dangereux, hein? C'est un vieux thème de psychologie, mais évidemment là il y a des dimensions de l'enfermement russe qui revient. C'est pas parce qu'on est paranoïaque qu'on n'a pas d'ennemis. Ça c'est une autre variante. Ça c'est clair. Non mais tout ce que vient de dire Monsieur Ryabkov, c'est exactement en ligne avec le discours de Vladimir Poutine depuis le début. C'est-à-dire c'est nous qui sommes agressés. L'agression, là il n'a pas dit l'OTAN, mais il y pense tellement fort qu'on l'entend quand même, et que donc si on continue à nous pousser à ces extrémités, un jour effectivement on pourrait peut-être être contraint d'utiliser l'arme nucléaire, mais moi je le décrypte plus comme le fait qu'évidemment il ne va pas démentir la thèse de Vladimir Poutine qui était à la jeunesse de cette opération militaire spéciale, et que face à Donald Trump, il donne des arguments pour expliquer si ça continue comme ça peut mal se terminer. Est-ce que ça pénètre donc, les esprits faisons des la Russes? négociation. Parce qu'effectivement, ce qui frappe beaucoup, c'est qu'on découvre que souvent les Russes, une partie des Russes, a l'air d'entrer dans cette paranoïa. Oui, alors moi je ne connais pas bien la Russie, donc je ne peux pas en parler, mais ce qu'on entend dans les télévisions russes, dans les morceaux que l'on diffuse, c'est exactement ça. On a l'impression que les gens sont sérieusement inquiets, sérieusement convaincus, et c'est tout à fait normal. Hein. Les gens, le libre arbitre, comme on dit, est quelque chose de very short supply, il n'y en a pas beaucoup. Donc, oui. C'est 30 ans de lavage de cerveau. 30 ans de lavage de cerveau qu'on a observé. On l'a vu. Pourquoi 30 ans? Oui, bon, ça fait 200 ans que l'impérialisme russe... Non, mais là, c'est à partir de 2006, 2007. Mais ce discours de nous sommes agressés et donc ça nous donne tous les droits, ça me fait penser au discours dans un procès du gars qui bat sa femme et il dit elle m'a mal regardé, c'est normal. C'est exactement ce discours-là qu'ils tiennent vis-à-vis de l'Ukraine. C'est de sa faute. C'est l'Ukraine qui les a agressés. Bon, ils continuent dans leur truc. C'est leur trip. Ils sont comme ça. Ils savent que dans 2 mois, la situation va être complètement différente. Trump sera au pouvoir. Ils savent qu'en ce moment, Trump et son entourage sont en train de construire leur stratégie vis-à-vis de l'Ukraine et vis-à-vis de la Russie. Et ils savent très bien qu'ils ne sont pas tous d'accord. On sait très bien que d'un côté, il y a Trump, le ministre actuel de la Défense, enfin peut-être futur, qui a des problèmes d'ailleurs, et d'un autre camp très très pro-russe. Et puis Marco Rubio, le secrétaire d'État pressenti, est quelqu'un qui est, lui, assez pro-OTAN. Il a même participé à la loi qui interdisait au président des États-Unis de quitter l'OTAN. Donc, l'équipe autour de Trump n'est pas soudée et les Russes mettent le paquet pour essayer de faire gagner l'argument. Ils sont dangereux, attention, ménageons-les. Oui, c'est ça. De dire que la négociation, finalement, sera la meilleure des solutions. Et pourquoi pas si ça permet en plus aux Russes de garder les territoires conquis. C'est exactement ce qu'ils essaient d'obtenir par ce genre de discours. Et sinon,
ça peut se terminer en guerre nucléaire. Donc il est de l'intérêt de tout le monde d'arrêter ça, ce que disait exactement Donald Trump quand il a dit aussi qu'il fallait arrêter le carnage. Voilà, c'est ça. Ce que disait Alain Poedi tout à l'heure sur le fait qu'en 3 ans, ils ont fait un réel effort, disons, de mise à niveau de leur doctrine nucléaire, pas de leur doctrine, de leurs moyens nucléaires. Qu'est-ce qu'on en sait ? Non, mais ça, ce sont des efforts qui se font sur le long terme. Sur 10, 20 ans, remettre à niveau, en fait, un arsenal nucléaire. On ne peut pas, en 3 ans, bricoler du missilier, qui n'est plus au niveau. Je pense qu'effectivement, ils ont dû rationaliser les efforts sur certains arsenaux, sur certains missiles, des missiles à moyenne portée notamment, mais je ne pense pas qu'ils aient remis à niveau leur arsenal nucléaire. Oui. Alors, toujours au sujet de cette menace nucléaire, vous demandez peut-être à quoi ressemble le fameux Poséidon, cette arme redoutable, une torpille nucléaire capable de déclencher des tsunamis radioactifs. Eh bien, on en sait un peu plus grâce au propagandiste russe Vladimir Soloviev qui a posté ce clip sur le fameux Poséidon aujourd'hui sur Telegram. C'est une super arme. Poséidon. Le Poséidon. Le Poséidon est un drone sous-marin à propulsion nucléaire. Testé en 2019, il a utilisé avec succès tous ses systèmes, y compris la propulsion nucléaire. L'achèvement des essais du premier lot de Poséidon sont terminés. En 2023, les derniers tests indiquent une vitesse de 185 km/h. Une capacité à descendre jusqu'à 1000 mètres de profondeur. Son rayon d'action est pratiquement illimité. Dès 2023, des sous-marins tels que le Belgorod ont été équipés avec cette nouvelle arme. L'ogive est une tête nucléaire d'une capacité pouvant atteindre 100 mégatonnes. L'objectif est de détruire des cibles côtières et de créer un tsunami radioactif. Ceci n'est pas qu'un dessin animé. Vous sentez trembler, général. Non, mais c'est pas possible. C'est amusant, mais personne ne doute de la capacité des Russes de lunariser la planète Terre. Et de mettre un terme à la race humaine. On n'en a jamais douté. Alors, que ça se fasse avec des missiles intercontinentaux par pile de 12 ou par cette merveille de technologie, oui. Et alors, vous voyez ce que je veux dire? On approche de Noël, peut-être qu'ils veulent le vendre. Il y a peut-être des enfants qui veulent acheter ce truc. Mais franchement, c'est vide de sens de dire ça y est, on a un truc qui peut vous détruire. Ça fait depuis les années 60 qu'ils l'ont. Voilà. Pourquoi cette espèce d'hystérie, disons, là, parce qu'on voit le ton a changé. En l'occurrence, c'est moins tartarin dans la forme, c'est plus pseudo-technique pour dire, voilà, on est des maîtres, comme vous le dites, dans la tradition un peu plus soviétique. Non, mais néanmoins, la première réaction qu'on a eue sur ce plateau, c'est de se marrer, alors que c'est terrible. Enfin, je veux dire, ça n'a rien de risible, mais c'est du comique de répétition. Concernant Soloviev et les Russes, à chaque fois, on a une arme terrible, une Wunderwaffe qui nous tombe sur le nez toutes les semaines, grosso modo. Donc il va arriver un moment où, à force de crier au loup, enfin bref, on va plus y croire. Et c'est surtout, je veux dire, c'est grotesque, parce que comme le disait le général Yakovlev, ils ont déjà très nettement les moyens de nous vitrifier. Donc pourquoi à chaque fois nous ressortir le truc épouvantable, mais qui nous fait marrer? Ouais. Et pourquoi est-ce que nous on se marre alors que le président Zelensky visiblement se marre pas, puisque lui il dit que ces menaces devraient faire peur au monde entier. Les Américains disent, c'est ce que disait Blinken, on a suspecté une possible volonté russe de frapper en Ukraine avec une arme tactique en automne 2022. Est-ce qu'il se laisse intoxiquer? Le président Zelensky? Oui, et les autres? Je ne sais pas s'il se laisse intoxiquer, mais... Et les Américains? Pour revenir à la séquence qui nous a tous fait rire tout à l'heure, on ne peut pas s'empêcher de la comparer avec le désastre qu'a été jusque-là la guerre pour la flotte russe, dont énormément de bâtiments sont coulés, sont partis par le fond. Donc ça, c'est la partie, c'est le deuxième rire, je dirais. C'est le deuxième rire que l'on peut avoir en regardant ça. Et deuxièmement, est-ce que le président Zelensky s'intoxique lui-même avec l'histoire nucléaire? Moi, je vous dis, le problème des Russes, c'est que leur narratif a été tellement escalatoire dès le début avec le vocabulaire nucléaire qu'ils ne peuvent plus escalader par définition. C'est pour ça qu'ils ont inventé en quelque sorte le gimmick de ce missile Oreshnik, parce que c'est leur seule façon d'escalader.
c'est une façon, je dirais, c'est pour ça que je pense que c'est plutôt rassurant. Ils ne le feront pas. Quelle est l'hypothèse ? Est-ce que c'est l'hypothèse simplement d'un Poutine qui cherche à gagner une manche, et puis peut-être que s'il arrive à contrôler une partie des territoires, il sera calme 1 ou 2 ans, puis après il réattaquera? Ou est-ce que c'est plus que ça? Est-ce qu'il a une sorte de projet aventurier impérial? Mais oui, il n'y a aucun doute sur le projet aventurier impérialiste de la Russie qui veut reconquérir son histoire, ses colonies historiques. Moi, il y a 1 an, j'étais avec un colonel ukrainien qui du coup avait été grandi avec l'époque soviétique. Il disait, à l'époque de l'Union soviétique, on était respecté, on était envié, on faisait rêver. Aujourd'hui, les Russes, alors les Ukrainiens ont d'autres façons aujourd'hui d'être un pays dont ils peuvent être fiers. Les Russes, la seule façon d'être respectés, c'est de faire peur. Et aujourd'hui, ils essayent de faire peur de toutes les manières possibles. Ils ne peuvent pas faire peur d'une manière conventionnelle parce qu'ils sont même pas capables de prendre même le Donbass au bout de 3 ans de guerre. Donc la seule façon de réussir à faire peur, c'est d'avancer ce type d'armes qu'ils ont annoncé quand même en 2018, donc avant le début de la guerre. Et quand derrière, vous avez, dans 2 séquences de suite, les Russes qui disent attention, on est assiégés, et dans la suivante, regardez, on peut attaquer le monde avec nos armes, ça tient pas debout évidemment. Donc ils veulent faire peur et ils vont utiliser la peur pour conquérir des territoires en tant que nation impérialiste. À la poésie. Oui, surtout, vous savez, ce discours que nous entendons de la part de ces propagandistes, c'est le discours qui s'adresse au peuple russe, parce que vous savez, la Russie est en difficulté économique actuellement. Il y a de plus en plus de cadavres qui rentrent du front. Il y a vraiment les baisses de salaire, il y a toutes les industries qui sont au bord de la faillite. Il faut leur donner, bien sûr, comme ça vient d'être dit, un peu plus d'assurance dans leur force, en disant, attendez, nous sommes quand même les plus forts, voyez, on peut détruire le monde entier, donc ils ont peur tous de nous, donc soyez rassurés, le pays est tenu, la stabilité est là. C'est le message que Poutine passe en permanence à ces pauvres Russes qui sont complètement dans la misère totale, mais en tout cas ils se sentent un peu respectés, au moins en écoutant encore la télé, tant que le frigo n'a pas gagné cette bataille, vous voyez. De quelle manière les Russes essaient de joindre le geste à la parole? Regardez cette manœuvre, on est au-dessus de l'Alaska. Alors l'Alaska, c'est sensible pour les Américains, il faut le rappeler là. C'est chez eux, quoi. Comment? C'est le territoire américain. Voilà, ce qui quand même évidemment rend des choses très sensibles. Porte-missile, alors moi je ne sais pas ce que c'est, le tube TU 95 MS. Oui, TU 95. Qu'est-ce que c'est alors, général? Alors c'est un avion à très long rayon d'action qui emporte des missiles, capables d'emporter des missiles nucléaires ou conventionnels de croisière. Mais donc c'est un avion qui existe depuis très longtemps, comme le B-52, et qui fait des patrouilles. Et il y a eu 10 ans d'interruption pendant la phase Gorbatchev, parce que déjà il volait plus. Mais on est dans la gesticulation, on est dans la patrouille nucléaire. Qu'est-ce qu'on voit à l'image ici exactement qu'on comprenne? Ça c'est un ravitaillement par air. Ravitaillement par air. Pour la petite histoire, quand le Vladivostok, le bateau, le Mistral, la classe Mistral, a été mis à l'eau à Saint-Nazaire, et il était encore question de le vendre, donc une délégation russe, je crois le ministre, Shoigu, enfin bref, il y avait du beau linge sur le quai pour accueillir ce bateau. Et un bear est venu, il a fait le tour de l'Écosse et de l'Irlande, et il est venu à 1000 km donc sur une trajectoire de tir, au moment où il y avait 2 ministres de la Défense et du style bouteille de champagne, je suppose. C'était un pattern, comment dire, une trajectoire. Une trajectoire de vol, de tir. C'est une façon pour la marine. Regardez le snobisme au temps du général Yakovlev. Comment on dit en français? Ramenez-moi. Non, mais c'est amusant parce que c'était leur façon de dire bonjour à ce navire qui allait rentrer dans la flotte, c'est que cette patrouille de Baird était venue. Est-ce qu'on est en train de vivre une régression? Rappelez-vous, pour ceux qui sont assez vieux pour avoir vécu dans les années 80, Reagan, Gorbatchev, Mitterrand, qui se sont vus 5 fois, 10 fois, 20 fois pour essayer de diminuer tous ces arsenaux. Et là, ça repart comme en 40, de tous les côtés. C'est ce à quoi je pensais en voyant Tupolev, qui en fait est un des visages volants de la guerre froide. D'ailleurs, c'est un fer à repasser. Contre un F-35, il aurait un temps de vol très limité, finalement, cet appareil. Mais oui, c'est terrible parce qu'on a grandi, on a tous à peu près de la même génération, sauf Xavier
Xavier et Émilie, mais on a grandi dans cette espérance de paix et de... Je suis pas sûr que vous maniez bien méfiez-vous, c'est très risqué ce genre de choses. Je trouve ça très bien. Vous avez reçu, vos deux voisins vous ont jeté un regard de fer. Hein. Ah non, franchement, alors là sur le sujet... Allez-y. Non, mais on a grandi dans cette espérance. Je suis content de faire rougir Vincent Crouzet, c'est possible. On a grandi dans cette espérance. Moi-même, je œuvrais à mon niveau dans l'Afrique australe qui connaissait la fin de la guerre froide, où il y avait encore l'affrontement entre le camp du bien et le camp du mal. On avait vraiment cette espérance avec la chute du mur que c'était terminé. Et c'est quand même une sacrée claque. Oui, on vit ça indépendamment, parce que ça, c'est au-delà de savoir si un tel bluffe ne bluffe pas, si un jour l'arme tactique sera réutilisée. Il y a un danger en soi. Le surarmement nucléaire, la course nucléaire, c'est ce que disaient les Mitterrand, les Reagan, les Gorbatchev, etc., les Thatcher. C'est dangereux. Je donne un exemple. J'étais la semaine dernière, il y a 2 semaines, j'ai embarqué sur un bateau de la Marine nationale en Baltique pour l'exercice Picné. Quelques jours après, il y a un hélicoptère allemand qui passait par là, qui s'est fait tir de semonce par un bateau russe qui était dans la zone. Il nous tire dessus dans les zones internationales. Enfin, on est sur un niveau de tension qui n'existait pas. Je demandais justement au commandant du bateau, quand vous croisez des Russes, est-ce que vous faites coucou comme il y avait dans les années 80 ? Non. On est revenu au pire du pire de la guerre froide. Quand à l'époque, il y avait des avions, effectivement, les Bears qui faisaient leur patrouille, il y a des histoires où même les Américains venaient avec les magazines Playboy, ils montraient la page centrale et le Bear sortait sa perche de ravitaillement. On comprend très bien ce que ça voulait dire. Il y avait des formes d'amitié et de coucou. Oui, mais ça n'empêche que c'est un truc, c'est des militaires, faut pas non plus leur demander trop. Oui, trop, c'est sûr. C'est des aviateurs. Mais tout ça a disparu. Tout ça, on est revenu vraiment au pire moment de la guerre froide. Il n'y a plus même un sourire qui peut être échangé. Mais c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui justifient l'idée aussi de ces négociations à venir, éventuellement sous l'égide de Donald Trump, en disant avec une telle course aux armements, effectivement, on en arrive à un stade quasiment où il n'y a plus un seul endroit de la planète où on peut se dire là, on est sûr qu'il ne se passera rien. On voit toutes les lumières rouges qui s'allument un peu partout. Et à partir du moment où il y a une telle course aux armements, c'est vrai qu'on ne peut pas exclure non plus ce que vient de raconter un peu Xavier Titelman, c'est-à-dire un dérapage. C'est parce que si un jour les Russes, par inadvertance, abattent un hélicoptère allemand, si c'est les Britanniques qui tirent sur les Russes, on est vraiment à un niveau d'extrême tension. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui s'inquiètent de cette situation, et pour cause, parce que c'est vrai que dans les années 80, on a pensé que la paix allait être éternelle. Il y avait une interview dans le Straits Times de Singapour de Gerasimov, je crois, hier, où il disait explicitement le désarmement appartient au passé. Donc il le disait comme une vérité, comme une proposition de valeur en quelque sorte. Oui, à ceci près que le désarmement des Russes continue, puisque grâce aux Ukrainiens, ils s'usent. Je veux dire, pendant toute la guerre froide, on a construit du capital, des avions, des chars, des missiles, etc. Ça montait et c'était frappé d'obsolescence, c'était le seul moyen de les consommer. À l'heure actuelle, la course économique que mène la Russie, c'est pour détruire. Le missile sorti d'usine, il est tiré le lendemain. Enfin, j'exagère à peine. Donc, c'est pas une course d'armement pour les Russes qui capitalisent. Elles les usent. Leur pays s'use. Alors que notre course aux armements, elle est insuffisante pour aider les Ukrainiens, mais c'est une course aux armements qui capitalise. On est en train de devenir plus fort, le monde occidental, face aux Russes.